On va tout de suite appeler la conférencière suivante, c'est Irina Dvorkin. Donc Irina, tu peux venir. Irina est membre de l'IAP depuis l'année dernière. Elle est enseignante-chercheuse à Sorbonne Université depuis la rentrée dernière, 2019. Et après avoir passé sa thèse en Israël, elle a rejoint l'IAP puis l'Institut Einstein à Potsdam comme post-doctorante. Irina travaille désormais à l'Institut d'astrophysique, dans l'équipe astrophysique des hautes énergies. Ses travaux sont très variés et se situent à l'interface entre la physique des ondes gravitationnelles et l'étude de l'univers à grande échelle. Irina s'intéresse à la formation des premières structures de l'univers et leur évolution, et cela dans un contexte bien sûr cosmologique. Elle va parler ce soir d'une nouvelle astronomie. On en a eu un petit parfum avec Raphaël, celle des ondes gravitationnelles, qui est désormais une nouvelle fenêtre sur l'univers qui est offerte gracieusement aux astrophysiciens. Tu as la parole, Irina, pour nous expliquer ce que sont ces ondes gravitationnelles. À toi. C'est bon le micro? Bonsoir. Je suis très contente d'être là et de vous revoir, mes collègues à l'IAP, pour la première fois depuis le déconfinement. Et bonsoir à vous tous, les internautes. Donc, je veux continuer un peu la thématique qui a été soulevée par Raphaël tout à l'heure et parler de cette nouvelle astronomie des ondes gravitationnelles. Je veux commencer par le sujet des messagers du cosmos. On parle beaucoup souvent de cette astronomie à plusieurs messagers, multimessagers. Donc les messagers, c'est simplement des particules, des ondes avec lesquelles on peut avoir des informations sur l'univers qui nous entoure. Donc le messager le plus connu, le plus étudié, c'est bien la lumière. Déjà, les astronomes dans l'Antiquité, on utilisait la lumière et juste à le regarder à l'œil nu pour étudier les planètes, le Soleil et les astres dans notre Voie lactée. Et évidemment, cette astronomie a été bouleversée par le développement de la lunette de Galilée dans le XVIIe siècle. Et puis, on a bien développé nos instruments. On est allé bien au-delà des bandes de fréquences de la lumière visible vers les rayons X ou vers les rayons gamma, les micro-ondes ou les rayons ou les autres rayons, les autres photons qui nous proviennent de l'univers. On a développé des instruments pour aller dans l'espace, comme le Hubble Space Telescope, dont Aki m'a parlé tout à l'heure. Je vais d'abord parler beaucoup des choses qu'Aki m'a aussi mentionnées. Et donc, chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, on a appris des choses nouvelles, on a découvert de nouvelles sources de cet univers, de notre univers d'ailleurs. Mais ce n'est pas le seul messager que nous connaissons. Il y a aussi, par exemple, les neutrinos, qui sont des particules qui se propagent avec la vitesse de la lumière, mais qui interagissent très faiblement avec la matière. Et donc, pour les détecter, on construit essentiellement des détecteurs avec des grands volumes d'eau pour avoir la probabilité de les détecter. Donc, ici, je montre une image d'un détecteur au Japon. Eh bien, on a un autre messager qui sont des rayons cosmiques, qui sont des particules chargées ou les noyaux d'atomes, qui nous proviennent aussi des sources très énergétiques dans l'univers et qu'on détecte aussi avec nos instruments au sol. Et bien récemment, à ces trois messagers qu'on connaissait déjà, vient d'ajouter un nouveau messager qui sont les ondes gravitationnelles. Et ici, je montre la photo que nous venons de voir tout à l'heure de l'interféromètre Virgo en Italie. Et le message que je veux essayer de vous passer ce soir, c'est que, en fait, chaque fois qu'on a découvert, qu'on a commencé à utiliser un nouveau messager, ou bien qu'on a éteint notre spectre, on a commencé à avoir une nouvelle bande de fréquences, non seulement on a pu étudier des sources déjà connues à l'époque avec beaucoup plus de précision, mais on a découvert des sources dont on ignorait l'existence auparavant. Et je suis certaine que ça va être exactement la même chose avec les ondes gravitationnelles. Mais avant de parler de cela, je veux arrêter pour une seconde de discuter de qu'est-ce que c'est une onde gravitationnelle au juste.
Donc les ondes gravitationnelles, c'est un phénomène qui est décrit dans le cadre de la relativité générale, qui est formulée par Albert Einstein. Et dans le cas de ces théories, c'est une théorie de la gravitation. L'espace et le temps, ils ne sont pas indépendants, ils sont liés, ils font un continuum à 4 dimensions, c'est-à-dire les mesures d'espace et les mesures de temps, ils dépendent l'un de l'autre. Et non seulement ça, mais aussi la matière et l'énergie, c'est-à-dire les objets ou les astres, les galaxies qui existent dans notre continuum, ils influencent aussi notre espace-temps et le déforment. Donc, pour un peu... ok, je vais essayer avec le souris, voilà. Donc ici, c'est un schéma de notre espace-temps dans le vide. Donc un axe, c'est par exemple notre espace, et l'autre, c'est le temps, qui sont immobiles et carrés. Et puis j'ajoute des masses dans mon univers et je vois que l'espace-temps est perturbé par la présence des masses. Et vous voyez bien que c'est un peu... Bon, ça dépend de la masse. Le Soleil va perturber un petit peu mon espace-temps. Et c'est d'ailleurs ça, donc ces grilles, en fait, ils signifient les mesures d'espace et les mesures de temps. Et c'est ça c'est ces phénomènes-là qui est à la base de l'anti-age gravitationnel dont parlait Hakim tout à l'heure. Si je veux avoir des objets plus compacts, comme les étoiles à neutrons ou des trous noirs, eh bien, je veux avoir des déformations encore plus importantes. Ou, comme disait John Archibald Wheeler, qui était à la base un des pionniers de développement de ces théories, les masses indiquent à l'espace-temps comment il doit se courber, et l'espace-temps indique aux masses comment ils doivent se déplacer. Et tout ça, je veux souligner que tout ça, c'est dans l'univers où les masses sont statiques. Mais quand les masses, en fait, bougent ou quand il y a des accélérations fortes, par exemple, quand il y a un binaire des trous noirs, donc 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, non seulement ils perturbent l'espace-temps, mais cette perturbation, cette courbature même est perturbée. Et donc là, sur ma grille d'espace-temps, en fait, cette perturbation va en fait dévier les mesures de distance entre par exemple, les bras d'interféromètre qu'on vient de voir. Et donc, comme ça, je peux mesurer ou deviner la présence d'un non gravitationnel dans mon entourage. Donc, les trous noirs ne sont pas la seule source qui produit des ondes gravitationnelles. Je veux ici mentionner, ce n'est pas une liste exhaustive, mais quelques-unes des sources astrophysiques qui produisent ces perturbations. Pour produire ces ondes gravitationnelles, il faut des sources déjà assez compactes, donc il y a beaucoup de masse qui est confinée dans un rayon extrêmement petit. Il faut des vitesses proches de la vitesse de la lumière, des accélérations fortes, donc vraiment des événements extrêmes. Il y a d'autres types d'événements qui produisent dans l'univers précoce, donc les sources cosmologiques que je ne vais pas mentionner dans mon exposé aujourd'hui. Donc, on vient de mentionner donc, les binaires des trous noirs, les binaires d'étoiles et neutrons, tous ces types de binaires d'objets dits compacts, des binaires de naines blanches, etc. Mais aussi d'autres sources qui ne sont pas en binaire, par exemple les supernovae, qui sont des explosions des étoiles massives à la fin de leur vie. Ici, on voit le signal lumineux produit c'est en fait produit après la supernova, c'est la rémanence qui reste après la supernova, mais cette même source peut produire aussi des ondes gravitationnelles. Ces types de ondes gravitationnelles n'ont pas encore été détectés, et ni d'ailleurs des ondes gravitationnelles qui proviennent d'une étoile à neutrons isolée, donc une étoile à neutrons qui a une vitesse de rotation importante et qui a des déformations, donc qui ne possède pas une symétrie sphérique parfaite, peut produire aussi des ondes gravitationnelles. Et je vais revenir sur ça dans quelques minutes. Donc tout ça, c'est bien intéressant, mais tout ça, c'est resté dans la théorie jusqu'à 2015. Quand donc, nous avons vu dans le vidéo de Raphaël, la toute première détection des ondes gravitationnelles a été faite par les observatoires aux États-Unis. Donc l'observatoire LIGO, il possède 2 interféromètres à Hanford et à Livingston, et ils ont détecté un signal des ondes gravitationnelles. Donc je montre ici le signal.
Ok, je vais essayer avec le souris. Okay. Donc le signal ici, si vous voyez les axes, en fait, ça montre le déplacement relatif, donc la perturbation de longueur des bras d'interféromètre. Et cette perturbation relative est de l'ordre de 10 puissance moins 21. Donc pour vous dire le niveau de précision qu'il fallait atteindre, c'est pour ça qu'il fallait travailler depuis vraiment une centaine d'années, donc et passer depuis la prédiction de ces phénomènes et avant la découverte pour améliorer nos télescopes. Et ce signal, donc, qui correspond à la différence des bras d'interféromètre, correspond aux phases différentes des coalescences de ces trous noirs. Donc la phase spiralante quand ils sont encore un peu loin l'un de l'autre et quand ils se rapprochent, ici le signal devient plus fort et la fréquence des ondes gravitationnelles monte jusqu'à la coalescence, donc ils produisent ce signal typique, il s'appelle chirp en anglais, donc ici vous voyez la fréquence qui monte avec le temps. Et depuis cette découverte, les interféromètres ont continué le travail, on a découvert beaucoup plus d'autres sources. Donc à ce jour, on a 11 trous noirs binaires qui ont été détectés, 2 étoiles à neutrons binaires et aussi une découverte qui a été publiée cette semaine, en fait, mercredi, d'un binaire bizarre, d'un trou noir, un binaire avec un objet non identifié. Donc on ne sait pas si c'est un tel neutron ou un trou noir, parce que c'est un objet binaire de 23 masses solaires qui est bien un trou noir, et un autre objet qui est 2,6 masses solaires qui est trop lourd pour être un étoile à neutrons et pas assez lourd pour être trop lourd pour être un trou neutron et pas assez lourd pour être un trou noir. Donc, ces découvertes défient déjà nos modèles théoriques. Et comment donc fonctionnent juste nos modèles? Donc, pour revenir un peu à l'arrière, je parle ici des objets qui ont des masses proches des masses de notre Soleil ou quelques dizaines de masses de notre Soleil. Donc les étoiles qui sont plutôt proches des masses de notre Soleil, ils finissent leur vie en tant que... j'arrive pas à manier le souris. Que naine blanche. Et les étoiles qui sont beaucoup plus lourdes que notre Soleil, en fait, ils traversent tout un périple et ils arrivent jusqu'à une explosion des supernovas. Et s'ils sont vraiment extrêmement massifs, ils produisent un trou noir parce que toute la matière tombe sur elle-même, sur le noyau. Et donc, ils font un objet extrêmement dense dont la lumière ne peut pas s'échapper. Et il n'y a pas un moyen d'observer cet objet avec nos télescopes, sauf des effets gravitationnels, en fait. Donc, les trous noirs qui nous disent beaucoup sur l'évolution, sur toute l'évolution ici de ces étoiles, sur tous ces processus qui ont conduit cette étoile à sa phase finale, ils ne peuvent pas être observés que par des effets gravitationnels. Mais si ces trous noirs se trouvent en binaire, donc ces binaires produisent, comme j'avais dit, des ondes gravitationnelles, les binaires perdent de l'énergie et les trous noirs tombent l'un sur l'autre, ce qui crée un trou noir encore plus grand. En mesurant donc le signal non gravitationnel, nous pouvons mesurer les masses, la vitesse de rotation et la distance de ces trous noirs qui peuvent nous aider à comprendre les modèles de formation non seulement de ces trous noirs, mais à remonter en arrière et apprendre des fins de vie de ces étoiles, donc étudier en fait ces étoiles progénitrices. Et Déjà, nos découvertes défient un peu les modèles existants. Donc, comment ces trous noirs binaires peuvent se former? Donc, la théorie la plus simple, c'est ce qu'ils font en isolement. Donc, il y a juste 2 étoiles massives qui sont déjà en binaire. Chacun forme un trou noir. Et là, nous avons un trou noir binaire. Mais en fait, il y a d'autres options. Par exemple, si ces objets se forment dans un environnement stellaire extrêmement dense, où il y a beaucoup d'étoiles massives, beaucoup de trous noirs, et dans ces cas, on peut former des trous noirs en isolement. Ils peuvent se retrouver après, donc dans ces amas stellaires denses, ou bien on peut avoir un couple déjà existant de trous noirs. Il vient un 3e trou noir qui remplace l'un des trous noirs qui était là à la base. Donc ça donne
ces genres de phénomènes peuvent donner lieu aux trous noirs beaucoup plus massifs que dans le cas des binaires isolés, parce qu'ils peuvent coalescer plusieurs fois de suite. Mais il y a d'autres possibilités, comme la création de trous noirs dans des disques d'accrétion, donc des trous noirs encore plus massifs. Donc il y a des trous noirs extrêmement massifs de quelques millions de masses solaires qui existent dans les centres de la plupart des galaxies. Et donc, autour de certains de ces trous noirs, on a un disque de gaz chaud qui est accrété dans ce trou noir. Et il paraît que dans ces disques d'accrétion, les conditions sont propices pour la formation des binaires de trous noirs de petites masses, quelques dizaines de masses solaires. Et en fait, il y avait une étude qui a été publiée aujourd'hui même, donc ce matin, qui dit qu'on a peut-être détecté un signal électromagnétique qui correspond à un événement qui est candidat d'une coalescence de binaires de trous noirs découverts par la collaboration de LIGO et Virgo. Donc en fait, l'analyse des données de LIGO et Virgo est toujours en cours, donc tous les événements ne sont pas confirmés. Donc c'est un événement qui est candidat, mais dans la même direction du ciel. Notre équipe a découvert un signal électromagnétique qui peut correspondre à cet événement. Donc, ni l'un ni l'autre ne sont pas encore confirmés, mais ça donne lieu aux théories extrêmement intéressantes dans le futur. Donc, en fait, ces genres des observations vont nous permettre d'étudier le lieu de formation de ces trous noirs binaires et la vie des étoiles massives progénitrices. Bon, maintenant, on va passer aux étoiles neutrons. Donc, les étoiles neutrons, eux aussi, ils sont le produit final d'étoiles massives, mais un peu moins massifs que ceux qui font des trous noirs. D'ailleurs, la fin de vie d'étoiles dépend de plein de paramètres, plein de choses. Est-ce qu'une étoile va finir comme un trou noir ou une étoile neutron? Ça dépend évidemment de sa masse en premier lieu, mais aussi de sa composition chimique. Ça dépend si cette étoile est en couple avec une autre étoile, et donc les interactions de cette étoile avec son voisin. Donc, tous ces paramètres-là, en fait, sont assez mal connus et c'est très difficile de les étudier parce que les trous noirs, comme j'avais dit, normalement, ils n'émettent pas de lumière et les étoiles neutrons sont des objets petits que c'est difficile de les observer, sauf pour le cas où ces étoiles neutrons sont des pulsars, donc ce sont des étoiles neutrons avec une vitesse de rotation très importante qui émettent de la lumière sur justement cet axe de rotation. C'est pour ça qu'ils sont très intéressants parce qu'en fait, on les voit avec une périodicité très bien définie sur Terre. Mais c'est un petit nombre des étoiles neutrons qu'on peut observer d'une telle manière, juste une dizaine dans notre galaxie, alors qu'il y a beaucoup plus selon nos modèles. Et les étoiles neutrons sont aussi extrêmement intéressants parce qu'on ne connaît pas très bien leur composition. Normalement, on dit qu'ils sont composés de neutrons, mais en fait, ils sont tellement denses qu'on ne connaît pas très bien comment ces neutrons interagissent entre eux-mêmes. L'équation d'état ou la matière donc, dans ces étoiles neutrons. Un neutron, c'est un objet avec une masse un peu plus importante que la masse de notre Soleil, mais avec un rayon qui est quelques dizaines de milliers de fois plus petit. Et donc, dans ces conditions, la matière est extrêmement dense. On ne peut pas recréer les mêmes conditions sur Terre pour étudier cet état de matière. Et étudier les étoiles neutrons, c'est notre seule chance d'étudier la physique à cette grande densité. Par exemple, une option, c'est que l'étoile neutron soit légèrement déformée. Par exemple, si nous avons deux étoiles neutrons en couple, dans les dernières phases de leur coalescence, ils sont tous les deux légèrement déformés. Cette déformation même, elle dépend évidemment de l'état des matières. Est-ce que la matière résiste à cette déformation ou pas? Et donc, en étudiant le forme d'onde gravitationnelle qui est émis par cette binaire, on peut étudier l'état de matière dans cet objet extrêmement dense. Donc, on a eu la chance d'observer deux fois les coalescences des étoiles neutrons, mais la première fois était la plus spectaculaire
parce que, comme nous venons d'entendre, ça a donné lieu à une astronomie à plusieurs messagers. Donc cet objet, qui est observé à 17 août 2017, est l'objet le plus étudié de l'histoire de l'astronomie. Et elle était suivie par la plupart des télescopes sur Terre et dans l'espace, ainsi que, évidemment, par les détecteurs à non gravitationnels. Donc tous les 3 détecteurs ont été opérationnels pendant cette découverte. Donc là, c'est un vue d'artiste de cette coalescence. On voit ici les blobs blanches qui doivent représenter les étoiles et neutrons. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, il y a cette grille qui représente le continuum espace-temps qui est perturbé par cette coalescence. Et donc, cette perturbation provient jusque nous et nous pouvons mesurer ces perturbations. Mais cet objet a produit aussi des contreparties électromagnétiques, donc nous pouvons suivre avec nos télescopes. En fait, ici, on voit le jet donc, sur l'axe de coalescence qui produit un sursaut gamma court. Ça a été d'ailleurs la première preuve de la correspondance entre un sursaut gamma court et la coalescence des 2 étoiles à neutrons. Et puis, la matière qui a été éjectée lors de cette coalescence a été extrêmement dense et très riche en neutrons, comme on peut deviner, puisqu'il s'agit d'étoiles à neutrons. Et dans cette matière qui est montrée ici en jaune, on a lieu la nucléosynthèse des éléments extrêmement lourds, donc au-delà du pic de fer. Et c'était là aussi la première fois qu'on a pu voir la correspondance entre la production, voir le lieu de production de ces éléments lourds. On a vu ça parce que ces éléments lourds, après, se décomposaient et produisent de la lumière en infrarouge et en optique. Et donc, on a pu observer ça aussi. Et on espère avoir plus de détections pareilles. Là, pour le moment, c'est la seule détection à plusieurs messagers qu'on a eue. Mais cela nous donne lieu à beaucoup d'espoir de détection, à la fois sur la physique des sursauts gamma, la production des éléments lourds dans des conditions de gaz d'extrême densité et extrême richesse en neutrons. En plus, comme cet événement a été observé à la fois par des ondes électromagnétiques et des ondes gravitationnelles, on a pu contraindre la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles. On a pu aussi faire des mesures cosmologiques sur la constante de Hubble, que Joachim a mentionné tout à l'heure. Pour l'instant, cette mesure n'est pas aussi bonne qu'avec les télescopes traditionnels ou avec le satellite Planck, mais c'est juste avec un seul événement, on a déjà commencé ce travail. Et bon, pour passer à autre chose, je viens de parler des sources qui ont été détectées. Mais en fait, l'astronomie gravitationnelle ne s'arrête pas là. On a déjà en tête beaucoup d'autres sources qui n'ont pas encore été détectées, mais qu'on espère détecter en non gravitationnel dans les années à venir. Et là, je vais revenir aux galaxies, aux trous noirs géants. Donc là, je n'ai pas mis des images de Hubble, j'ai mis ici parce que je suis théoricienne, donc j'ai mis des calculs numériques des coalescences des galaxies. Ça peut être beaucoup plus joli en fait avec des vraies images des galaxies, mais là je peux vous montrer des différentes étapes de coalescence des 2 galaxies. Donc, Joachim nous a raconté tout à l'heure les observations de ces dernières années, de ces dernières décennies, nous ont démontré que, en fait, les galaxies, ils accroissent par fusion, de manière hiérarchique. Donc, on commence avec des petites galaxies qui fusionnent et créent des galaxies de des masses plus en plus importantes, comme on voit dans cette simulation. C'est une information. D'autre part, on sait que dans le cœur de la plupart de ces galaxies,
on a des trous noirs géants, des masses de quelques millions, voire quelques milliards de masses de notre Soleil. On ne sait pas exactement comment ces trous noirs se sont formés, mais on les voit, au moins les plus massifs d'entre eux, parce que justement, ils ont ces disques d'accrétion des gaz chauds autour d'eux, et donc ils émettent des ondes de la lumière. Mais la plupart de ces trous noirs, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils se sont formés et comment ils interagissent avec leur galaxie hôte. Mais en fait, si les galaxies ils fusionnent, donc les trous noirs qui sont dans les centres de ces galaxies, ils doivent fusionner aussi et produire des ondes gravitationnelles. Et vous pouvez imaginer que même si on a pu en fait détecter les trous noirs, enfin les ondes gravitationnelles produites par des trous noirs de quelques dizaines de masses solaires, là on va avoir quand même des coalescences vraiment impressionnantes de deux trous noirs de quelques milliards de masses solaires. Et ça va nous permettre d'étudier tous ces rapports entre les trous noirs et leurs galaxies, et même espérer aux contreparties électromagnétiques intéressantes. Le problème aujourd'hui, c'est que en fait, nos interféromètres terrestres ne peuvent jamais détecter ces genres de coalescence parce que ces trous noirs extrêmement massifs, ils produisent des ondes gravitationnelles à très basse fréquence. Donc à basse fréquence, nous ne pouvons pas observer sur Terre. Et donc, il faut construire des nouveaux interféromètres, de nouvelles expériences, et il faut aller dans l'espace. Donc, un projet qui s'appelle LISA, qui est un projet de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, et de mettre un interféromètre géant dans l'espace qui aura une orbite autour du Soleil et qui pourra détecter ce genre de coalescence des trous noirs. Des trous noirs géants, mais non seulement ça, aussi des trous, des binaires de naines blanches dans notre Voie lactée ou d'autres sources, comme par exemple ce qui s'appelle binaire à rapport de masse extrême, et dont je montre ici un dessin. Ce dessin montre toujours cette courbure de l'espace-temps. C'est un binaire d'un trou noir supermassif, donc de quelques dizaines millions de masses de Soleil, avec un trou noir, disons, de 10 masses solaires ou quelques dizaines de masses solaires. Et si on pourra observer ce genre de sources, on pourra étudier de manière très précise cet espace-temps autour de ces trous noirs. On pourra vraiment sonder l'espace-temps et donc peut-être vérifier ou non les théories d'Einstein. Ainsi qu'évidemment étudier l'astrophysique et la formation de ces objets. Notre expérience qui est déjà en cours et avec laquelle on pourra étudier ces trous noirs géants, c'est ce qui s'appelle le Pulsar Timing Array. Dans cette expérience, en fait, on va utiliser les pulsars, donc les étoiles et neutrons en rotation, mais comme on ne va pas les étudier eux-mêmes, mais on va les utiliser comme messagers en quelque sorte. En fait, là ici, cette grille verte montre toujours cet espace-temps. Et s'il y a un onde gravitationnelle qui passe dans le voisinage de notre Terre, qui est ici au milieu, eh bien les mesures d'espace et les mesures de temps vont être perturbées, parce que c'est ça donc les ondes gravitationnelles. Et les pulsars qui sont autour de la Terre et qui émettent leur pulse d'une manière périodique, extrêmement précise, eh bien le temps d'arrivée de ces pulses sur Terre va être perturbé lui aussi à cause de la présence de l'onde gravitationnelle. Donc si on suit beaucoup de pulsars autour de la Terre et on compare la déviation de délai d'arrivée de ces pulses, on pourra deviner la présence de l'onde gravitationnelle dans notre voisinage. Je suis un petit peu en avance, je crois, mais bon, j'ai toujours quelques mots à dire pour la suite de l'aventure des ondes gravitationnelles. Déjà, pour vous donner un vue d'ensemble des bandes de fréquences des ondes gravitationnelles qu'on peut étudier aujourd'hui et qu'on pourra étudier dans le futur, eh bien ici, je montre
voilà, les bandes de fréquences différentes. Donc les fréquences qu'on étudie aujourd'hui, ce sont ici autour de quelques dizaines, quelques centaines de Hertz. Donc ici, bon, plutôt vers la bande, le côté bleu de cette bande, avec nos interféromètres terrestres. Donc on ne peut pas aller plus bas dans les basses fréquences à cause du bruit sismique. Et avec ces fréquences, on étudie donc les binaires des trous noirs, les binaires d'étoiles et neutrons. On espère détecter des pulsars et des supernovae, mais ce sera peut-être pour les prochaines années. Mais si on descend ici dans les bandes de fréquences, on va avoir, on pourra détecter les binaires supermassifs des trous noirs avec cet interféromètre LISA qui sera un interféromètre dans l'espace, ou donc avec les fréquences de 1000 Hz, autour de 1000 Hz. Et si on descend encore plus bas dans les fréquences de nanohertz, avec donc ces pulsar timing array, donc des arrêts des pulsars autour de la Terre. Et même si on descend encore plus bas, on pense qu'on a des ondes gravitationnelles aussi dans cette bande de fréquences ultra basses. Et pour ça, il faut les détecter à l'aide des rayons cosmiques, donc du fond diffus cosmologique. En fait, ces genres des ondes gravitationnelles sont produits peuvent être produits dans l'univers précoce, donc l'univers tout jeune. Là, ils n'ont pas encore été détectés, mais tout est possible et on espère qu'on aura donc l'ensemble de ces bandes de fréquences couvertes par nos détecteurs. Donc, qu'est-ce qu'on aura dans le futur? Avec les ondes gravitationnelles, on aura donc un nouveau regard sur les objets astrophysiques déjà connus, comme les étoiles et neutrons, les supernovae peut-être, et les nouvelles, et j'espère aussi les nouvelles sources astrophysiques. Donc, c'est à mon avis très probable qu'on aura des sources que nos modèles ne peuvent pas encore prédire. Et c'est ça ce qui sera le scénario le plus intéressant. On a aujourd'hui, l'astronomie a plusieurs messagers, et on a, comme j'avais dit au départ, on a maintenant 4 messagers et nous pouvons utiliser les tous pour explorer notre univers et même utiliser plusieurs messagers et plusieurs bandes de fréquences pour étudier un seul objet. Et on espère détecter des sources cosmologiques. Et en plus, on va aussi étudier la physique fondamentale, donc les lois de la physique, et même tester des théories d'Einstein, des théories de gravitation eux-mêmes. Et si vous voulez entendre un peu plus sur ces sujets, comment tester les théories de gravitation, alors restez jusqu'à les interventions de François et Laura un peu plus tard cette soirée. Et je vous remercie. Merci infiniment, Irina. Quand on parlait de trous noirs, il n'y a pas si longtemps, on avait l'impression qu'on était dans la science-fiction. Aujourd'hui, tu montres qu'on est dans l'astrophysique et la physique bien réelle. Et je crois qu'on dépasse même les concepts de la science-fiction. Avant qu'on donne la parole à nos chers internautes, je voudrais poser une question. Là, il y a eu donc cette découverte récente là, de ce trou noir à 23 masses solaires avec son petit compagnon de 2,6 fois la masse du Soleil, comme tu as dit. Donc on ne sait pas bien l'identifier. Quelle est la barre d'erreur de ce 2,6? Est-ce qu'on est bien sûr de cette... Ça a été donné avec grande précision? Oui, je ne me souviens pas de la barre d'erreur exacte, mais on est très très sûr, oui. Voilà. Oui. Alors c'est quand même un mystère, parce que comme tu l'as dit, c'est ni un trou noir, ni... une étoile. Qu'est-ce que tu penses de cette découverte? C'est peut-être un peu chaud parce que ça vient d'être fait cette semaine, mais quelle est ton idée? Oui, moi je ne sais pas, personne ne le sait. On a espéré, pas espéré, mais on a testé ce signal pour découvrir les déformations potentielles. Et donc ça aurait été un signe que c'est une étoile à neutrons, mais en fait on n'a pas découvert de déformations. Mais par contre, comme les rapports de masse sont vraiment très importants, en fait, on n'attend pas à avoir tant d'informations parce que l'un objet est 10 fois moins massif que l'autre, donc il tombe dessus direct. Et voilà. Donc c'est peut-être plus probable que c'est un trou noir, sauf que dans les théories ne prédisent pas des trous noirs de telle masse. Oui, ça fait un peu petit.
Ouais. Et pas de contrepartie attendue pour le moment? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour d'autres contreparties observationnelles? Pour ce moment-là, il n'y avait pas d'autres contreparties électromagnétiques, mais voilà, tout est possible. On peut découvrir après quelques temps aussi. Donc en direct, on n'a rien découvert, mais... On ne va pas faire comme les journalistes, on va prendre son temps pour réfléchir sur cet objet, ou ce couple d'objets. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à nos chers internautes, et puis Alice, et puis Alexandre. Oui, on a plein de questions. Bah ouais, vas-y, je t'en prie. Ok. On a une question sur les fins de vie des étoiles. On nous demande dans quelle mesure la composition chimique d'une étoile peut affecter sa fin de vie. Oui, c'est une très bonne question. Donc, les étoiles, en fait, ils ont des compositions chimiques différentes parce que les éléments chimiques eux-mêmes sont formés dans des étoiles. Donc, on sait que la toute première génération d'étoiles n'a que l'hydrogène et l'hélium et produit d'autres éléments chimiques. Après, cette étoile meurt et donc ces éléments sont incorporés dans des prochaines générations d'étoiles. Et donc, on s'est aperçu que les étoiles qui ont beaucoup des éléments chimiques plus lourds que l'hélium, en fait, ils ont des vents stellaires beaucoup plus importants au cours de leur vie. Et donc, l'étoile peut commencer avec une centaine de masses solaires au départ, mais à cause de ces vents, elle perd 80% de cette masse. Et donc, elle va finir comme un trou noir beaucoup moins massif que si on n'avait pas ces vents stellaires. Merci. Alors, ensuite, il y a eu pas mal de questions sur le projet LISA. Donc, est-ce que tu veux parler, si tu as des réponses sur l'avancement actuel du projet, où en est le satellite dans sa conception? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été lancées? Je ne sais pas si tu veux parler de Pathfinder ou... Oui, bon, je crois que François va... Non, François va... bon, donc le satellite est programmé pour être lancé en 2034, ouais. Donc c'est assez loin pour, j'espère, ne pas être affecté par la pandémie. On est bien avancé, ça a été confirmé. Il y a plusieurs étapes dans la programmation de l'ESA pour confirmer un projet. On est passé sur toutes ces étapes jusqu'ici. On n'est pas extrêmement sûr. Donc c'est un projet qui doit être lancé pour 4 ans. Mais en fait, voilà, on est en train de réfléchir si on peut repousser ça pour lancer le satellite pour peut-être 6 ans. Parce que comme ça, on a plus de chances de découvrir quelque chose. Aussi, tous les détails techniques sont encore en cours de développement un petit peu. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le projet? Il y avait un précurseur qui était LISA Pathfinder, qui a été lancé là récemment, il y a 2 ans, même 3 ans. Plus. En fait, c'était lancé juste après la première découverte, en 2016. Donc déjà 4 ans, qui était un grand succès, qui a été un projet pour vérifier certaines technologies de ces satellites. Donc c'était juste un satellite avec 2 tests masse, donc petites masses, pour vérifier ce qu'on peut mesurer avec précision et contrôler leur position dans le satellite. Mais là, le défi, c'est évidemment de lancer cette structure géante dans l'espace. Voilà. Parce que c'est un projet quand même très ambitieux, qui demande un calibrage quand même très très précis de ce que j'avais vu, tout ça. Oui, exactement. On doit être très sûr du calibrage de toutes les parties, que le faisceau laser ne va pas être atténué sur toute la longueur des bras, qui est un bras virtuel en fait, ça sera dans l'espace. Oui, c'est un défi technique considérable, mais... ça donne plus d'intérêt de développer ce projet, justement. Voilà, je peux dire que la France est très impliquée dans ces projets. On a beaucoup de laboratoires qui développent à la fois des outils, de la technologie et la théorie derrière ce satellite. Donc, et après, si tu veux, une question un petit peu plus physique sur la déformation produite par les ondes gravitationnelles. Apparemment, il y avait des gens dans la conférence qui n'avaient pas très bien compris comment était la déformation en elle-même. Si tu veux parler de ça. La déformation d'espace-temps. Exactement, oui. Est-ce que François va parler de ça, non? Aussi, non?
Ok. Bon, je peux revenir sur mes slides. Bon, c'est un concept voilà, un peu difficile à expliquer, mais on a imaginé que nous avons deux observateurs qui ne bougent pas. Et ils ont, disons Alexandre et moi. Et donc, on va lancer un laser entre nous deux pour mesurer la distance entre nous. Et donc, nous restons sur place. Et du coup, quelques kiloparsecs de nous, il y a deux trous noirs qui coalescent. Et en fait, nous ne savons rien de ça, mais nous voyons qu'en fait, cette mesure de distance entre nous, alors que nous n'avons rien fait, hein, mais le laser nous dit que maintenant, la distance est différente. Après, il y a une déformation de cette distance. C'est ça comme on peut, peut-être, c'est exactement comme ça que les interféromètres fonctionnent. Et cette perturbation de la courbure de l'espace-temps est provoquée par des masses, par ces trous noirs binaires qui coalescent. Si le trou noir est juste là, statique, il n'y a pas d'onde gravitationnelle qu'il produit. On doit avoir des vitesses importantes, proches de la vitesse de la lumière d'ailleurs, pour provoquer ce genre d'effet. Donc cette grille ici que je montre symbolise en quelque sorte donc, les mesures d'espace-temps que font des observateurs qui sont fixés sur le grille, ou on dit en chute libre en fait dans le cas de la théorie. Après je ne sais pas si ça a été convaincant ou pas. On a une question de McCall qui demande quelle est la raison du décalage temporel entre les différents messagers qui nous parviennent, donc les ondes gravitationnelles et les ondes électromagnétiques, si tout va à la vitesse de la lumière. Oui, c'est une bonne question. En fait, tout va à la vitesse de la lumière. C'est d'ailleurs, on n'a pas été, on vient de confirmer cela. Et la raison, c'est que les signaux ne sont pas produits en même temps. En fait, ici, l'onde gravitationnelle est produite et elle commence à être vue un peu même avant la fusion elle-même, alors qu'ils font pour former, par exemple, les sursauts gamma. Donc, les photons, ils se forment dans un. Ok, je vois. On voit moins. Bon, je vois. Bon, c'est pas grave. Non. Excuse-moi, Jean. Donc, si on regarde ce dessin, les photons forment quelque part à l'intérieur de ce produit de coalescence. Il leur faut le temps pour sortir, parce que là, à l'intérieur, ils interagissent avec la matière, donc, et il leur faut le temps quand même pour sortir, et là, d'être vus par nos télescopes. Alors, oui, qu'on lise tout ce qu'on a noté. Tout à l'heure, tu nous as montré des ondes gravitationnelles avec différentes fréquences. Et il y a Solfra qui demande s'il y a des ondes gravitationnelles avec des fréquences plus hautes que ce que tu nous as montré. Oui, sans doute. En fait, je montrais ici les bandes de fréquences qu'on a un peu espoir à observer. En fait, même les supernovae, pour plusieurs théories, ou même la plupart des théories, les fréquences d'ondes gravitationnelles qui sont produites sont même plus hautes que je montre ici. Et donc, en fait, ce n'est pas vraiment sûr, ça dépend des modèles, etc. Donc, oui, en principe, on peut former des ondes gravitationnelles à n'importe quelle fréquence. On a une dernière question pour revenir sur le décalage entre les ondes gravitationnelles et les ondes électromagnétiques. Est-ce qu'on peut prédire ce délai ? Oui, on peut prédire ce délai si on connaît la composition de ces étoiles neutrons, si on connaît suffisamment les genres d'interaction de ces photons qui sont produits à la base et la matière autour. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va pouvoir regarder les dessins, sauf si tu as quelque chose à ajouter, Alexandre. Eh bien non, mais les questions étaient si excellentes que je me suis fait avoir par le temps et que je n'ai pas préparé les dessins, bien sûr.
En attendant, si nos dessinatrices veulent nous rejoindre en vocal et que moi aussi, pour qu'elles m'entendent. Hop. Alors, le temps qu'on prépare les dessins. Oui. Oui. Elles sont là. Ah, c'est bon. Si vous voulez peut-être vous présenter, je ne vous ai pas laissé le temps tout à l'heure dans la précipitation. Allô? Nous avons perdu les dessinatrices. Ah, j'ai muté mon micro. Allô? Oui, normalement vous m'entendez cette fois-ci. Ouais, c'est bon. Est-ce que Qui vous voulez commence? vous présenter aussi? Vas-y Valentine, commence. D'accord. Alors, bonjour, je suis Valentine. Bonjour Valentine. J'ai une chaîne de vulgarisation qui s'appelle Sciences de comptoir et je parle de cailloux. Voilà. Des excellentes Donc, c'est vidéos la vie. au demeurant, très amusantes. Merci. Je dis ça, j'ai découvert la chaîne il y a 3 jours. Donc si Merci vous voulez en savoir plus sur les cailloux, abonnez-vous à Sciences de comptoir. Si des modérateurs peuvent mettre le lien dans le chat, ce serait parfait. Merci bien. C'est fort aimable. Je vais emboîter le pas du coup. Moi c'est Mel. Je dessine depuis très longtemps dans le Café des Sciences. Et puis voilà, j'ai un petit site qui s'appelle Mel démêle la science, où je publie la plupart du temps les dessins que j'ai réalisés lors des conférences. J'ai pas encore de Twitter, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai un Instagram qui s'appelle Mel Illus, et entre Mel et Illus, il y a le tiré du bas underscore. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et donc on va pouvoir regarder les dessins. Là, c'est un de Mel, c'est ça? Pas dessus là. Hop. Alors oui, c'est la présentation des messagers qui permettent de voir un peu l'univers. Et j'ai fait un peu des petits bonhommes pour représenter les différentes catégories de messagers. Alors il y a la lumière, les neutrinos, les rayons cosmiques, puis les ondes gravitationnelles avec leurs longs bras qui représentent les utilisations de l'espace et du temps. Eh bien, c'est très représentatif. J'ai lu un papier ce matin où il y avait exactement cette illustration. Félicitations. Top. Alors, est-ce qu'on passerait pas à un dessin de Valentine? Alors... Et voilà. Avec le métier d'astronome enfin révélé. La vérité, ce qui se passe vraiment à l'Institut d'astrophysique de Paris. Non, vous parliez d'astronomie transitoire, donc ça m'a inspiré ce dessin qui effectivement... exactement, ouais. C'est terrible parce que j'entends en écho et du coup je réponds à ce que vous avez dit il y a 5 minutes, c'est génial. Tu peux désactiver le son du Twitch pour pas avoir l'écho. Et voilà, donc un peu c'est le métier des fonctionnaires tel qu'il est réellement, quoi. Sympa Valentine. Je remarque que c'est cependant Hakim qui a été représenté, qu'on reconnaît extrêmement bien. Alors, J'aime beaucoup les prochains dessins. un autre dessin de Mel, le suivant. Je vais me permettre de lire ce qu'il y a écrit pour que tout le monde soit bien au courant. Nous avons donc un homme qui nous dit « Salut belle demoiselle, ton père est un voleur qui a mis toutes les étoiles du ciel dans tes yeux. » Et la merveilleuse réponse « Ta drague est tellement lourde qu'elle génère un trou noir entre nous dans lequel se précipite mon mépris. » Et là il est cassé. Bon c'est un peu méchant mais voilà, enfin... voilà, moi ça m'a fait rire. Et ben ça m'a fait rire aussi. Tant mieux. Oh là là. Le prochain... Oh bah, c'est encore à toi, Mel. Je ne respecte aucun ordre. Sûrement, j'attends juste de le voir sur Twitch pour le commenter ou sur... Ok, alors ça c'est une belle référence à ceux qui regardaient les dessins animés sur le Club Dorothée pendant les années 90, début 2000. Petite référence à Dragon Ball Z. Quand notre conférencière parlait de la fusion des trous noirs, donc j'ai fait 2 trous noirs qui font fusion et qui se transforment en un super Saiyan trou noir en fait. Voilà. Et c'est trop bien, ça fait aussi les Power Rangers, donc en fait tu te permets de parler à deux générations différentes.
ce qui est extraordinaire. Et enfin, Ah, je l'ai pas vu celui-là. le dessin de Valentine, le dernier dessin de Valentine. Un dessin de bon goût, comme d'habitude. Je suis fan de Valentine, perso, c'est mon préféré. Merci. Non, C'est je des veux dire ce astronomes qu'il y a qui écrit discutent dessus parce que pour que les gens dans l'assemblée puissent vous dire, parce qu'ils voient sur un écran qui n'est pas très grand. Donc on a écrit « Chef, on a identifié l'objet qui accompagnait ce trou noir. C'est pas un autre trou noir. Mais c'est impossible, il pesait 1 million de masses solaires. » Et en fait, on se rend compte que c'est le melon de Monsieur Raoult. Voilà, c'est le ressort comique. C'est tout pour moi, bonne soirée. Moi j'applaudis, La salle applaudit. Merci. C'est fantastique. Merci Valentine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, merci. Je pense que c'est tout au niveau des dessins.